Akira est un nerd solitaire de 31 ans, un peu simplet et bizarre, qui n'a absolument rien à son nom, porte de vieilles chaussettes trouées et dort avec des dakimakura. Comme vous tous, il vit tout seul parce que sa mère était trop grosse pour rentrer sur sa photo de passeport. Alors le gouvernement l'a déporté, tandis que son père est parti on ne sait où et n'est jamais revenu. Et comme ils avaient déjà du lait dans le frigo, il a abandonné Akira pour quelque chose d'autre. Mais un soir, sa vie misérable a complètement changé quand il a été isekaié dans un autre monde et est devenu le tristement célèbre seigneur démon avec des capacités incroyablement cheatées et assez de charisme pour créer son propre harem, tout en battant tous les monstres de rang S avec une seule attaque. L'anime commence avec notre protagoniste, nommé Akira, un joueur professionnel et programmeur qui est devenu célèbre pour avoir créé son propre jeu de survie et de Battle Royale appelé Infinity Online. Il est connu comme le meilleur joueur du jeu, déguisé en puissant chef mafieux démon et est l'administrateur du jeu. Il a un pouvoir de montée de niveau infini, mais maintenant, après 15 ans de célébrité en ligne, il en avait tellement marre d'être un pauvre type stupide. On voit donc Akira fixer son écran de jeu car il était temps pour lui de fermer les serveurs pour toujours et d'y mettre fin une fois pour toutes. Alors, après avoir mis de côté ses mouchoirs usagés et sa bouteille de lotion, Akira regarde l'écran de son ordinateur pour attendre que le compte à rebours de fermeture du serveur atteigne 0, en pensant à tous les bons moments qu'il a passés à développer le jeu, et appuie sur « Entrée ». Mais quand ça arrive à 0, on découvre que Truck-kun a piraté son ordinateur et l'a isekaiissé dans un autre monde. Une lumière vive clignote et il se retrouve à voler à travers un portail avec une voix de femme qui lui dit quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Après ça, il ouvre les yeux et se réveille dans une immense forêt, avec beaucoup de verdure autour de lui. Alors il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas, parce que le gars n'est jamais sorti avant. Il est aussi impressionné par son style. Il ressemble à un grand chef mafieux et se demande d'où diable il a sorti tous ses vêtements. Alors, il se lève pour se regarder dans le reflet de l'eau à proximité. Et à sa grande surprise, il est maintenant dans le corps du personnage de son jeu en ligne Infinity, le chef mafieux Seigneur Démon, nommé Kunai. Et il est super emmerdé parce qu'il voulait laisser le jeu derrière lui, mais maintenant il est forcé d'être son personnage en ligne coincé dans ce monde débile et décérébré. Sans issue, il commence à paniquer et se demande pourquoi il est dans le corps de ce vieil homme Seigneur Démon, et vérifie son manteau pour voir s'il a réellement un tas de couteaux cachés à l'intérieur. Comme le personnage qu'il a conçu, il se demande ensuite s'il est dans son propre jeu et crie « Privilège d'administrateur » et un écran s'ouvre devant lui. Il entre le mot de passe et espère se déconnecter, mais l'écran indique qu'il ne remplit pas les conditions requises pour accéder à toutes les fonctionnalités. Voyant cela, Akira dit qu'il s'en souciera plus tard et commence à fumer de l'herbe tout en marmonnant qu'il aurait dû regarder plus de résumés d'anime pour savoir quoi faire dans de telles situations. Soudain, il remarque une petite fille aux cheveux jaunes s'approcher de lui et révèle qu'il est un grand fan de Dr. Disrespect. Il lui demande si elle est une Fury ou si elle comprend le langage humain et lui demande de qui elle s'enfuyait. Soudain, un monstre énorme saute devant lui avec son grand géant. Akira dit qu'il ne se souvient pas d'avoir conçu un tel monstre et demande à la fille si c'est son animal de compagnie, mais le monstre l'attaque, ce qui le met tellement en colère qu'il l'élimine d'un seul coup grâce à son attaque spéciale au couteau et le renvoie en enfer. Il pense que la même chose vaut pour la fille et se demande si c'est un monde différent de son jeu. D'un autre côté, après l'avoir vu éliminer le démon massif d'un seul coup, la fille tombe à genoux et le supplie de ne pas la dévorer tout en l'appelant le seigneur démon Sama. Akira lui dit qu'il est un type normal et qu'il n'a pas envie de gâcher sa vie, donc il refuse l'offre. Il lui demande ensuite des informations sur le démon et elle lui dit qu'il s'appelait Gérald et que c'était un démon puissant scellé sous les ruines locales. Elle se présente ensuite comme Aku et révèle qu'ils se trouvent actuellement dans le royaume de la lumière sacrée où les gens vénèrent le chérubin sacré. Elle lui dit aussi que c'est le grand chérubin qui a scellé le démon qu'il vient de vaincre et qu'ils ont l'église sacrée qui dirige ce royaume. Akira pense que tout ça, c'est des conneries tout droit sorties de son monde et se demande pourquoi il a été invoqué ici. Il se demande si c'est Kunai qui a été invoqué et si lui a été entraîné pour une raison quelconque, mais décide d'y réfléchir plus tard. Il lui dit ensuite de se nettoyer et lui achète du savon et des serviettes à la boutique d'objets en utilisant son écran d'administrateur.
ce qui lui coûte 5 points de compétence. Il lui reste donc 40 points et il se demande comment il va gagner plus de points car ils sont nécessaires pour améliorer toutes ses compétences et capacités, comme dans le jeu Infinity. Il demande ensuite à Aku si elle sait où le démon a été scellé et elle lui dit qu'il a été scellé dans le sanctuaire aux vœux qui se trouve près de cette forêt. Akira regarde sa chaussure cassée et lui dit de monter sur son dos et de le guider jusqu'au sanctuaire. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser son corps sale le toucher, mais il lui dit que ce n'est pas grave et la laisse monter. Cela la rend très sentimentale, et elle lui dit qu'elle est une enfant non désirée qui a fait de son mieux pour satisfaire tout le monde. Dans son village, elle travaillait comme éboueuse, mais cela a conduit les gens à la traiter de puante et de dégoûtante, et ils ont gardé leur distance avec elle. Et quand le démon leur a demandé un sacrifice, ils l'ont tous chassée du village pour sauver leur propre miche. En entendant tout cela, Akira dit qu'elle n'est pas sale et que ses villageois ne sont qu'une bande de racistes narcissiques et la remercie pour son aide. Sur ce, ils atteignent le sanctuaire et Akira remarque instantanément l'odeur de mort qui en émane. Il dit à Aku de l'attendre dehors et entre pour trouver un tas de cadavres gisant sur le sol devant une statue. La statue se met à parler et dit à Akira qu'elle a exaucé beaucoup de vœux jusqu'à présent, mais que ce sera le dernier. Akira lui demande si c'est elle qui l'a invoqué ici, et elle répond que c'était le souhait des occultistes qui gisent autour d'elle, car ils ont demandé que le seigneur démon soit invoqué. Il lui demande ensuite si c'est elle qui a invoqué l'autre démon également, mais elle révèle qu'il s'est échappé de lui-même et a tenté d'empêcher l'invocation en tuant ces personnes. Après cela, il est allé résider dans la forêt voisine et a demandé des sacrifices aux villageois. En entendant cela, Akira lui demande si elle peut le renvoyer, mais elle répond que cela irait à l'encontre de l'autre vœu qu'elle a exaucé. Elle ne peut donc pas le faire, mais comme c'est sa dernière heure, elle lui accordera son anneau et, avec cela, elle se transforme en poussière et disparaît. Il regarde la bague en forme de crâne et dit qu'il n'est pas Tsumimowi, mais la statue a disparu. Il décide de sortir de là et commence à élaborer sa prochaine action. Il demande à Aku les villes proches et lui demande de lui dessiner une carte. Mais Aku lui demande s'il ne veut pas qu'elle l'accompagne, car elle ne peut plus retourner à son village maintenant. Il y réfléchit un peu, mais se souvient ensuite qu'il n'y a pas de FBI dans ce monde et la laisse rejoindre son groupe. Après cela, ils vont au village d'Aku pour qu'elle puisse récupérer ses affaires, mais quand ils y vont, Akira voit Aku se faire discriminer par les villageois. Il commence à avoir des pensées sombres sur la destruction causée par son anneau, mais il les combat et saute pour sauver Aku. Il fume ensuite un peu de cancer et met le feu à l'une des maisons des villageois en guise de punition et s'enfuit avec Aku sur son dos. Il utilise une technique de persuasion et l'aide à se remonter le moral, et ils se dirigent tous les deux vers la capitale sainte pour commencer leur nouvelle vie. En traversant un canyon, ils décident de faire une pause et Akira sort quelques boîtes d'objets magiques qui fusionnent pour invoquer une base complète. Il explique qu'il s'agit de points de sauvegarde super robustes dans le jeu qui étaient le seul moyen de rester en vie en étant un FK. Puis il entre avec Aku et ils prennent un bain avant d'aller se coucher. Pendant qu'Akira dit qu'il construira un jour un complexe et un château pour qu'ils y vivent, sur leur chemin, ils sont pris en embuscade par un groupe de bandits qui semblent attendre qu'une des saintes vierges de ce royaume, Luna, traverse leur territoire. Au début, ils pensent qu'Aku et Akira sont un appât tendu par la Sainte Vierge, mais ils décident de les attaquer quand même dans l'espoir d'affirmer leur domination dans cette région. Ils lancent une attaque surprise avec des lances et des flèches, mais Akira bloque toutes leurs attaques avec un sort de barrière automatique. Ils pensent que dans le jeu, il faut être au niveau maximum de 30 pour pouvoir infliger des dégâts à kunai, ce qui signifie que ces bandits ne sont que de la chair à canon de bas niveau. Il les provoque et finit par rencontrer leur chef, Owengel, qui ressemble par coïncidence à son supérieur au travail dans le monde réel. Ils se disputent tous les deux pour savoir qui a l'air le plus vieux. Mais cela prend fin rapidement lorsque Luna arrive sur les lieux avec ses chevaliers et les sépare avec un sort de magie de la lumière. Akira remarque que ses attaques l'ont réellement atteint, ce qui signifie qu'elle doit être au moins au niveau maximum, et lui demande si elle va s'excuser de l'avoir attaquée sans raison. Elle dit qu'elle peut tout faire pour se débarrasser des forces du mal, car elle est une des saintes vierges. Mais Akira n'aime pas son attitude hautaine et décide de lui donner une bonne fessée pour la punir. Finalement, elle finit par lui offrir tout son argent en échange de la libération de ses citrouilles et s'en va. Après cela,
Akira décide d'aller dans une ville voisine appelée Yahoo.com avec Aku pour dépenser tout cet argent qu'ils viennent de gagner et il réserve une chambre luxueuse dans un hôtel appelé Google.com pour une pièce d'or avant de partir faire du shopping avec elle. Il l'emmène dans une boutique appelée Amazon.com et lui achète une robe vraiment mignonne pour une grosse pièce d'or tout en se demandant ce qu'il en était de ses noms. Pendant ce temps, la vue de l'énorme pièce transforme le propriétaire du magasin en son cochon obéissant, prêt à tout pour gagner sa faveur. Le type habille Aku comme une princesse et Akira remarque qu'elle a en fait des yeux de couleurs différentes. Satisfait de son apparence, il décide d'acheter tout le magasin et l'emmène ensuite dîner dans un restaurant chic. Se sentant si bien traité pour la première fois de sa vie, Aku demande à Akira pourquoi il est si gentil avec elle et s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire pour lui. Elle dit qu'elle ferait n'importe quoi pour surprendre Akira, et il commence à se demander pourquoi il craque pour elle, comme Leonardo DiCaprio. À ce moment-là, Luna défonce la porte et entre comme une folle en criant qu'elle l'a enfin trouvé. Il s'avère qu'elle a renvoyé ses hommes dans la capitale parce qu'elle ne voulait pas inquiéter ses sœurs. Mais maintenant, elle n'a plus d'argent et ne sait pas où elle va passer la nuit. Akira l'invite à se joindre à eux pour le dîner et s'excuse auprès des autres clients du restaurant en leur offrant à tous une bouteille de vin. Comme un mâle alpha giga riche, après cela, il retourne à sa chambre d'hôtel avec Aku et la porte même comme une princesse pour éviter qu'elle ne se fasse mal aux pieds. On dirait qu'il va enfin devenir un homme ce soir, mais leur petite escapade est gâchée quand Luna frappe à leur porte et dit qu'elle va rester avec eux car elle n'a nulle part où aller et qu'ils ont payé la chambre avec son argent. Elle devrait être autorisée à y rester aussi. Akira regarde son visage de sans-abri et lui dit de s'en aller. Mais Aku lui dit d'être plus gentil avec elle et il accepte de la laisser entrer et lui rend aussi son argent. Du jour au lendemain, Luna et Aku s'entendent à merveille en squattant ensemble dans la salle de bain et développent un lien sororal. Pendant ce temps, Akira vérifie les fonctionnalités auxquelles il a encore accès depuis son écran d'administrateur limité et découvre que, contrairement au jeu, il peut stocker et conserver un nombre infini d'objets dans son inventaire. Il interroge également Luna sur le chérubin, car il pense qu'il devra peut-être trouver quelqu'un d'un niveau de puissance similaire à celui de la statue du sanctuaire aux vœux s'il veut retourner dans son ancien monde. Luna explique que le chérubin est mort après avoir scellé le roi démon, Gréal, sous le sanctuaire aux vœux. Mais le royaume de la lumière a toujours Loften et le Séraphin qui détiennent les plus hautes autorités. Cependant, cela fait des lustres que personne ne les a vus. C'est donc plutôt une légende pour les masses maintenant. Certaines personnes croient que la statue exaucant les vœux dans le sanctuaire aux vœux était Loften, mais elles étaient tout simplement mal informées. D'un autre côté, nous voyons la sœur aînée de Luna, Queen, se diriger vers Yahoo City avec son unité pour récupérer sa stupide sœur, car elle pense qu'elle fait des enfantillages en disant qu'il y a un seigneur démon et qu'elle va s'en occuper. Le lendemain matin, Akira traverse la ville avec une théière bon marché qu'il a fabriquée à l'aide de son écran d'administrateur et se rend dans un magasin d'antiquités. Il dit qu'il doit d'abord résoudre le problème de leur manque de fonds et propose de vendre la théière aux commerçants pour une grosse pièce. Il lui demande de promettre de la vendre au moins 5 grosses pièces. Dans l'espoir d'établir une relation favorable avec lui, il invente une histoire à dormir debout sur le fait que la théière est un héritage de sa famille, blablabla, et utilise le prestige qu'il a acquis en dépensant autant dans la ville hier. Il réussit à conclure la vente. Il sort ensuite et se réjouit d'avoir escroqué le commerçant, mais il entend alors une femme barbare crier au milieu de la ville. Il se promène pour voir de quoi il s'agit et trouve Queen avec son unité, appelant sa sœur et le seigneur démon autoproclamé. Juste à ce moment-là, Luna arrive sur les lieux et demande à sa sœur ce qu'elle fait là. Queen lui dit d'arrêter de plaisanter et qu'elle devrait retourner dans sa chambre pour jouer à Mario Bros et regarder des résumés d'anime. Mais elle dit qu'elle a en fait charmé le seigneur démon avec son petit derrière et qu'elle sauvera ce monde quoi qu'il arrive. La reine lui demande si elle était saine d'esprit et quand elle a commencé à faire du contenu OnlyFans, mais juste avant qu'elle ne puisse répondre. Un groupe d'hommes dévalisés arrive sur les lieux et lance de multiples sorts d'attaque sur les saintes jeunes filles. Ils se présentent comme un groupe sataniste appelé les Marcheurs, et il semble que ce soit les mêmes personnes qui ont fait le vœu d'invoquer le seigneur démon au sanctuaire des souhaits.
Akira se demande s'il va devoir intervenir, mais les sœurs décident de montrer à ces PNJ chair à canon qu'elles ne sont pas les personnages principaux et commencent à les bombarder avec un tas d'attaques et de combos de sorts de haut niveau comme un boss d'Elden Ring. Mais alors, l'un des occultistes ouvre un coffre rempli de son stock de lubrifiant accumulé pendant un an, et il commence à suinter et à corrompre le monde autour d'eux. Dès que le liquide sombre touche quelqu'un, il absorbe ses pouvoirs et affaiblit également la protection divine qui leur est accordée. Cela fait tomber les sœurs et leurs hommes au sol et la situation commence à devenir vraiment mauvaise pour eux. Akira se demande ce qu'il devrait faire dans cette situation et son anneau commence à l'inciter à lancer des grenades sur les gens et à tout faire exploser. Il commence à drainer le pouvoir d'Akira et le fait tomber au sol également, alors que le fluide des satanistes l'approche. Akira accède à son écran d'administrateur et voit une option pour changer de personnage avec un texte expliquant qu'il ne pourra pas encore le contrôler. Sans autre option, il la sélectionne et cela le transforme en un type aux cheveux blancs qui s'appelle Zero. Zero semble avoir sa propre personnalité et, alors qu'il ouvre les yeux dans ce nouveau monde, son Rijaki brillant détruit l'obscurité rampante autour d'eux et il se demande même où il est. Il regarde autour de lui et remarque les membres du culte qui intimident deux filles sur le sol et décide de les défendre en attaquant les satanistes. Les satanistes pensent qu'il n'est qu'un autre des hommes de main de la jeune fille et l'attaquent en retour. Mais Zero les met tous à terre en utilisant un mouvement spécial appelé Grudge Setting. Après cela, il commence à lancer une attaque combinée en utilisant toutes ses compétences et termine le combat en utilisant une attaque de poing de dragon. De l'autre côté, Queen tombe amoureuse de son apparence fringante et de ses gènes de mâle alpha, ce qui lui fait perdre son personnage Yandere. Quand Zero se retourne pour lui demander si elle va bien, Queen commence à parler d'une manière girly, ce qui fait cracher son commandant d'unité sous le choc et l'amusement. Zero lui dit son nom et lui dit que si jamais elle a des problèmes, elle peut se sentir libre de lui demander de l'aide. Puis il s'en va. De son côté, le sataniste en fuite se demande pourquoi un dragonide se battait aux côtés de la jeune fille, en parlant de Zero qui s'est présenté comme tel. Pendant ce temps, on voit Akira de retour sous sa forme de kunai, se cogner la tête contre un mur dans une ruelle, tandis qu'Aku s'approche de lui et lui demande ce qu'il fait. Il s'avère que Zero est l'un des personnages de jeu d'Akira, qu'il a créé pour jouer au jeu de l'infini dans le monde réel. Bien qu'il n'ait pas pu contrôler le corps sous cette forme, il se souvenait encore de tout ce qu'il avait dit et fait en tant que Zero. Et cela le faisait tellement grimacer qu'il a décidé qu'il valait mieux pour lui de mourir sur le champ. Et puis, il demande à Aku si elle a vu un type blanc passer par ici et elle dit qu'elle n'a pas pu le voir mais qu'elle a entendu parler de lui par Luna. Elle lui demande s'il savait qui il était, mais Akira dit que non, tout en pensant qu'il ne peut jamais laisser personne savoir que lui et Zero ne font qu'un. Au même moment, on voit deux aventurières de rang B nommées Yukikaz et Miken sucer des glaces en regardant des requêtes sur le tableau d'affichage des missions de leur guilde. Ils finissent par accepter une quête pour exterminer des loups des sables d'une zone pour 10 000 pièces d'or et remarquent également une nouvelle affiche sur le bureau de la réception, indiquant une requête du château sacré offrant 9 milliards de pièces à quiconque les lui apporte. Ce type à l'air bizarre prétendait être le roi démon. De retour à Yahoo, Queen retourne à la capitale avec son unité et Luna monte dans une calèche avec Aku et Akira et ils commencent également à se diriger vers la capitale sacrée. Sur le chemin, Akira donne à Luna un uniforme pour se changer car sa tenue normale de sainte attire trop l'attention. Pendant qu'elle se change, il sort de la calèche pour fumer et commence à réfléchir à des moyens de gagner plus de points de compétences pour débloquer davantage de fonctionnalités et de capacités dans l'écran d'administrateur. D'un autre côté, nous voyons les aventuriers de tout à l'heure entrer dans une tempête de sable pour trouver les loups. Malheureusement, ils finissent par rencontrer une meute massive, censée pouvoir détruire même de grandes villes, et commencent à courir en arrière au lieu de les combattre. Sur leur chemin, ils croisent Akira et les autres, et ils leur disent de s'enfuir également. Mais Akira décide que c'est l'occasion idéale pour lui de farmer des points, et il commence à marcher vers les loups à la place. Il bloque leurs attaques grâce à sa barrière automatique, puis les repousse en utilisant ses couteaux de lancer. Une tempête de sable et une explosion de feu qui transforme les bêtes en steaks saignants. Bon, brisons le 4e mur. J'ai peut-être un peu faim en faisant cette vidéo, mais revenons à l'histoire maintenant. Après avoir vaincu les monstres,
Akira revient comme un mec cool et dit aux aventuriers de faire plus attention à ne pas impliquer d'autres personnes dans leurs problèmes la prochaine fois, avant de monter dans la calèche et de se diriger directement vers la capitale. En le voyant, les aventuriers réalisent qu'il est le roi démon de la vie de recherche qu'ils ont vu plus tôt. Et Yukikaze dit qu'ils doivent aussi aller à la capitale pour qu'il puisse offrir son corps au seigneur démon. Oui, c'est un garçon qui aime se travestir. De retour dans la calèche, Aku et Luna félicitent Akira pour avoir combattu une meute aussi massive de loups des sables. Et Luna demande à Akira de complimenter sa nouvelle robe. Plus tard, ils s'arrêtent près d'une petite mare et Akira invoque la base et dit aux filles de se reposer à l'intérieur. Aku fait visiter les lieux à Luna et Akira remarque qu'elle boite à cause de sa jambe blessée. Il donne un paquet de cancer au conducteur de la calèche, puis ouvre son écran d'administration pour voir qu'il a maintenant assez de points de compétence pour invoquer l'un des 8 assistants qui servent le seigneur démon. Kanaï dans le jeu original. Il est très excité et commence à réfléchir à qui il devrait invoquer. Il y réfléchit un moment et finit par se décider pour le docteur de génie et scientifique fou nommé Yu, qui a un faible pour les jeunes garçons pour une raison quelconque. Il pense qu'il devra faire attention avec elle car c'est une folle qui n'a aucun scrupule à ouvrir quelqu'un juste pour satisfaire sa curiosité. Mais si ça arrive, il serait capable de s'occuper d'elle lui-même. À part ça, le fait d'avoir son cerveau de génie qui travaille sur le développement de moyens de se défendre contre les attaques magiques serait un grand avantage pour lui jusqu'à ce qu'il accumule suffisamment de points de compétence pour améliorer son propre équipement. Il la convoque ensuite et la met au courant de leur situation. Il lui dit qu'ils ne sont pas dans le jeu et qu'il veut qu'elle transforme une partie de la base en hôpital. Il lui interdit également de tuer qui que ce soit et lui demande ses suggestions. Elle dit qu'ils devront aussi créer la ville sans nuit dans ce monde pour servir de base d'opération, et Akira est d'accord. Il explique que la ville sans nuit était la dernière zone du jeu infini et qu'elle abritait également le seigneur démon Kunai s'il devait ériger une forteresse aussi avancée dans ce monde. Elle serait certainement connue comme le château du seigneur démon, mais il ne semble pas être contre l'idée. Après cela, il appelle les autres filles et les présente à Yu et lui demande de soigner la jambe d'Aku également. Yu la fait asseoir et transforme ses doigts en divers appareils médicaux avant d'injecter une potion de guérison dans la jambe blessée d'Aku et de guérir également sa cicatrice. Instantanément, la jambe d'Aku guérit et elle se met à gambader de joie. Elle remercie Yu, puis part se promener avec Akira et on découvre qu'elle est tombée amoureuse de lui grâce à tout ce qu'il a fait pour elle jusqu'à présent. Après cela, il rentre et Akira félicite Yu pour son aide et dit qu'il compte sur elle, ce qui lui donne des papillons dans le ventre grâce à ses gènes de mâle alpha et ses phéromones Riz. Et elle dit qu'elle veut voir davantage ce nouveau côté du chef. Sur ce, ils décident tous de se reposer dans la base pour la nuit et on voit Aku développer une compétence de survie spéciale appelée héroïne pendant son sommeil. Le lendemain matin, Akira et les autres traversent un petit village délabré sur le chemin de la capitale. Akira interroge Luna à ce sujet et elle répond que c'est l'un des villages situés sur son territoire. Elle explique que l'Église s'occupe de ses terres et lui verse une allocation pour qu'elle puisse satisfaire ses désirs. On lui a dit qu'elle devait éviter de s'immiscer dans ses affaires terrestres et qu'il serait préférable pour tout le monde qu'elle se concentre sur ses devoirs de sainte et qu'elle fasse ce qu'elle veut. En voyant l'état du village, Akira réalise vite que l'Église utilise Luna comme une marionnette et il te confirme cette idée. Il dit que Luna doit être une de ces princesses françaises qui augmentent les impôts sur un coup de tête et qui disent qu'il faudrait acheter de la brioche s'il n'y a pas de pain dans les magasins. Il décide alors de profiter de cette situation et dit à Luna qu'il aimerait emprunter une partie de ce village et qu'il y ouvrirait un hôpital géré par toi, ainsi qu'une source chaude pour attirer les gens du royaume entier. Il pense aussi qu'il peut commencer à vendre des savons ici pour avoir sa propre petite entreprise. Luna lui demande s'il augmenterait son allocation et il accepte avant d'aller voir le représentant de l'Église et de lui dire de déguerpir et de retourner auprès de ses maîtres pour leur dire que Luna a décidé de gérer ses terres elle-même. Après cela, il va parler à certains habitants et découvre qu'ils sont une race spéciale d'hommes-bêtes connus sous le nom de lapins. On disait qu'ils étaient autrefois favorisés par les chérubins, mais ils sont maintenant surtout victimes de discrimination, car les humains normaux n'aiment pas que les espèces sous-humaines se mélangent à eux.
Akira parle à quelques fermiers et découvre que le puits local est à sec et qu'il n'y a plus d'eau dans le village. Les fermiers ont du mal à faire pousser leurs récoltes et leur sol est de mauvaise qualité. Compte tenu de tout cela, ils décident de sortir une roue de puits spéciale pour puiser de l'eau en utilisant la fonction de magasin d'écran d'administration. Il la fixe ensuite au puits et surprend tout le monde en sortant des seaux d'eau propres du puits asséché. Il leur donne également des sacs d'engrais pour les aider à faire pousser de meilleures récoltes, tout en se réjouissant du fait que tous ces articles bon marché du jeu sont si précieux dans ce monde. En le voyant si gentil, Luna dit à Akira qu'il est en fait une bonne personne, mais il répond qu'il n'y a rien de bon là-dedans et qu'il fait tout cela dans un but précis. Il explique qu'il prévoit de faire travailler ses lapins à l'hôpital et aux termes qu'il va créer, et que ce n'est que sa façon de gagner leur faveur et de les rendre redevables envers lui. Luna dit qu'elle l'autorisera, car cela l'aide aussi, et Akira dit que ce n'est que le début et qu'il laissera le reste pour après leur arrivée dans la capitale. D'un autre côté, on voit Mikan et Yukikaze s'arrêter dans une taverne pour se reposer pendant leur voyage vers la capitale. Yukikaze est complètement amoureux d'Akira et veut lui offrir ses serrures tout en commandant une boisson blanche et crémeuse à l'aubergiste. Pendant ce temps, Mikan le met en garde et lui dit de faire attention car ce type a été capable de brûler plus de 300 loups des sables en quelques secondes et dit qu'un homme aussi fort ne peut pas être laissé sans surveillance comme ça. Au même moment, on voit les satanistes retourner auprès de leur chef et fondateur, Utopia, et lui parler du Dragonide, qui les a fait échouer dans leur mission d'éliminer les Saintes Vierges. Utopia dit qu'ils devraient être plus inquiets du Seigneur démon qui a tué Gréal, puis dit à ses hommes qu'ils devraient emmener le coffre contenant les ténèbres appelé Hadès à la Sainte Capitale et le libérer là-bas, car ils détruiront la ville et affirmeront leur domination en la faisant consumer tout ce qui est bon et mauvais. De retour à la Sainte Capitale, la sœur aînée de Luna, Angel, tient une réunion avec le Seigneur et les membres du conseil où l'on voit l'un des nobles les plus importants, Donadonna, commenter la récente décision de Luna de gouverner elle-même ses terres et dire qu'il devrait se méfier de l'homme qui se fait appeler le Seigneur démon car il pourrait tromper la Sainte Vierge et l'utiliser pour ses plans maléfiques. Mais ensuite, le chef des soldats, Marshall, dit qu'il devrait se réjouir que la Sainte Vierge ait pris intérêt à accomplir ses devoirs comme une véritable dirigeante. Angel dit que Luna se comporte certainement d'une manière inhabituelle et qu'elle est inquiète pour sa petite sœur, ce à quoi Donna répond qu'il devrait punir le Seigneur démon selon ses hommes. Il est responsable d'avoir brûlé un village sur ses terres et il ne peut rien faire de bon. Mais Marshall rétorque qu'ils ne peuvent même pas punir quelqu'un en qui Luna a confiance sur la base de simples rumeurs, car selon ses sources, une seule maison a brûlé et il semble exagérer. Finalement, Angel dit qu'il devrait attendre et voir comment tout cela se déroule et met fin à la réunion. Juste à ce moment-là, Queen entre et s'assoit à côté de Luna, toute timide. Angel dit qu'elle doit être vraiment fatiguée de son voyage de retour de Yahoo et qu'il y a eu cet incident avec les satanistes et les Dragonkin également. Mais à sa grande surprise, Queen prend soudainement la parole et dit qu'elle est amoureuse de ce Dragonkin. Elle commence à s'extasier sur Zero comme une vraie weeb dégénérée, souhaitant acheter son eau de bain et sentir ses chaussettes. Et la voir comme ça fait paniquer Angel, qui commence à se demander ce qui ne va pas avec ses deux sœurs. Agissant bizarrement ces derniers temps, quelques jours plus tard, Akari et les filles atteignent la capitale et Akari décide d'organiser un dîner pour célébrer la guérison de la jambe d'Aku. Au même moment, Miken et Yukikaze arrivent en ville et remarquent Mink et Organ, deux aventuriers de haut rang s'intéresser à la vie de recherche du roi démon. Canaille. De leur côté, Akira et les autres profitent d'un dîner dans un bar huppé recommandé par Luna, nommé Artemis. Akira dit à Aku d'oublier les manières et de profiter de son repas, car c'est elle la vedette de la soirée, et ils passent tous un bon moment. Après le dîner, il sort et fait apparaître un dessert à la fraise, puis demande à un serveur de l'apporter à leur table en surprise. Les filles apprécient vraiment ce dessert étranger, et cela les fait gémir de bonheur. Mais ce moment est vite interrompu par une dame qui se présente comme papillon sans crevette, ce qui fait dire « Eya » à l'oncle Roger. En arrière-plan, Akira utilise sa télépathie pour demander à Luna qui elle est. Luna explique que cette dame est une figure importante parmi les épouses des nobles et qu'il serait imprudent de s'en faire une ennemie.
C'est une star et un mannequin qui influence la haute société et qui a beaucoup de relations dans la classe dirigeante. Akira dit que cela signifie qu'elle sera une alliée précieuse s'il parvient à gagner sa faveur et décide de l'inviter à se joindre à eux à la table. La dame félicite Aku pour sa guérison et lui demande ce qu'elle pense de la capitale sainte et si elle l'apprécie. Après avoir entendu son opinion, elle pose la même question au seigneur démon, qui répond que la capitale est en effet comme le paradis comparé aux villes et villages dévastés et mal gérés qu'il a croisés en venant ici. Il ajoute qu'il a une solution à ce problème et dit que s'il devenait le souverain de ces terres, il pourrait transformer tout le royaume en paradis, mais au lieu d'une approche aussi ennuyeuse. Il a une idée différente concernant le paradis et invoque une barre de savon de son inventaire et la montre à la dame. Au début, cela la rend confuse et déçue, mais Luna intervient avec un sourire éclatant et dit que c'est un savon révolutionnaire qui élimine toutes sortes de saletés et laisse la peau brillante et parfumée. Elle remarque que tout le monde là-bas avait une peau parfaitement douce et brillante et est devenue intriguée. Akira dit à la dame de l'essayer ce soir et de leur faire savoir ce qu'elle en pense, ce qui lui vaut ses remerciements. Mais il lui dit qu'il a bien d'autres projets pour faire de leur royaume une terre prospère, et lui révèle qu'il va construire un bain de source chaude dans le village des Bunny, qui aura des propriétés médicinales et revitalisantes. Quiconque s'y plonge verra sa peau guérie et en ressortira avec une apparence rajeunie de plusieurs années. Il enjolive l'idée pendant quelques minutes et excite vraiment Shrimp Free à ce sujet, au point qu'elle demande à Luna de ne pas en parler à sa sœur, Oyster Free, et dit qu'elle aimerait être leur première cliente. Dès qu'ils ouvriront, à ce moment-là, tout l'endroit commence à trembler et un serveur entre en annonçant que la capitale est attaquée par les satanistes. Akira pense que c'est le moment idéal pour pimenter leur dîner et saute dehors pour observer la situation. Il dit que cela ressemble à une attaque coordonnée et dit aux personnes présentes qu'elles n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit car il est là. Il dit à Aku et Luna de simplement profiter de leur repas et de rester là, car il va sortir et brûler quelques calories supplémentaires. Sur ce, il descend et te dit télépathiquement de surveiller tout le monde là-bas et de les protéger en son absence. Après ça, il se met à tabasser des satanistes qui attaquent Miken et Yukike avec des sorts magiques. Il en met un à terre avec une pierre, puis il les démolit un par un en utilisant toute une panoplie de compétences et de sorts de haut niveau. À la fin, il invoque un énorme marteau et les pulvérise au sol, en disant qu'ils n'ont tout simplement pas eu de chance de tomber sur lui. En voyant ça, un des satanistes se coupe la main et offre son corps et celui de ses compagnons tombés au combat pour invoquer un démon de niveau moyen nommé Carnival. Dès qu'il est invoqué, il commence à se comporter comme un loser prétentieux et emprisonne tout le monde dans une zone de barrière. Là-dessus, il commence son monologue sur le fait qu'il va tous les manger et blablabla. Mais Akira en a marre de ses conneries et lui casse une corne avec un morceau de roche. Après ça, il le domine en utilisant son charisme de mâle alpha et le fait transpirer à grosses gouttes avant de le jeter en l'air et de le réduire en feu d'artifice. En voyant ça, tous les habitants de la ville se rassemblent autour de lui et le louent comme un gentil seigneur démon et le remercient d'avoir sauvé leur vie. Yukikaze lui demande son nom et il leur dit qu'il s'appelle Kunai et qu'il n'a pas besoin de leur remerciement car il l'a fait pour se satisfaire lui-même. Voyant Yukikaze en mode groupie devant le seigneur démon, Mikan intervient et dit qu'elle préfère le dragonide car il est du côté de la justice. Mais Yukikaze la taquine en disant que justice signifie juste cul et que si c'est son truc, elle n'a pas besoin d'être aussi timide à ce sujet. De retour à Artemis, la direction du bar fait venir un clown pour détendre l'atmosphère pendant cette situation chaotique. Mais il s'avère que le clown est en fait un assassin déguisé nommé Camilla, qui a été engagé par les satanistes pour s'occuper de Luna. Luna se demande pourquoi Akira met si longtemps, mais Aku et les autres filles lui disent d'avoir confiance dans le seigneur démon, car il n'a jamais rompu ses promesses. Juste à ce moment-là, le clown entre et commence à les complimenter. En le voyant, Yu se lève et demande si elle peut leur montrer un tour à son tour. En entendant ça, le clown commence à mâcher son mouchoir et dit en plaisantant qu'il serait jaloux, mais il ouvre les yeux et voit ses bras dans les mains de Yu. Il panique et se demande ce qui vient de se passer. Et Yu lui demande s'il a besoin d'un coup de main ou quelque chose comme ça. Elle les remet instantanément sur son corps, mais à l'envers, ce qui le fait paniquer encore plus, tandis que Lady Shrimp Free complimente Yu sur ses tours uniques. Sur ce,
Yu les enlève une fois de plus et les remet en place, ce qui fait jubiler Kamiya de bonheur. Yu zoome ensuite et lui murmure à l'oreille, lui disant de ne pas poser ses sales mains sur eux et d'utiliser quelque chose de plus discret que son poison à paix qui est dans ses poches. Elle l'avertit ensuite que si elle le revoit, elle lui coupera plus que ses bras et le fait fuir. Pendant ce temps, de retour en ville, Queen se promène avec son capitaine d'unité et ils combattent un groupe de zombies qui ont été invoqués par les satanistes. Elle s'occupe d'un des démons manipulateurs de zombies et lui montre son doigt avant que Marshall ne les rejoigne en abattant également l'autre démon. D'un autre côté, Mink et Organ se battent aussi contre un groupe de satanistes tout en protégeant le château sacré, et on découvre que Mink est aussi une puissante guérisseuse. Voyant leurs hommes tomber de tous les côtés, les satanistes décident d'invoquer le diable le plus puissant qu'ils peuvent chevaucher devant le château sacré et donnent leur vie en invoquant le prince des ténèbres, Oluwet. Le diable regarde la barrière divine autour du château et réalise qu'il a été invoqué dans un endroit aussi problématique tout en regardant un ange sortir pour l'affronter depuis le balcon du château. Elle utilise son pouvoir pour étendre la barrière, ce qui met hors d'état de nuire la plupart des démons de bas niveau. Mais Oluwet la contre avec son sort de champ mortel, faisant rétrécir la barrière autour du château sacré. Au même moment, on voit le chef des satanistes, Utopia, envoyer un démon de bas niveau nommé Tron pour livrer Hadès à la capitale sainte afin de tout plonger dans les ténèbres. Voyant le diable de haut niveau, la reine décide de devenir sérieuse et elle sort son arme principale, le Saint Marteau Sigma. Ming la rejoint également avec quelques sorts de soutien et la reine saute vers le diable pour le frapper. Il bloque son attaque, mais elle le force à tomber et laisse Mink enchaîner avec quelques attaques en utilisant ses gros atouts. Oluwet la repousse et libère un rayon d'énergie vers Queen, qui tente de le bloquer avec un sort de barrière. Mais il la traverse et la fait tomber contre la barrière entourant le château. Mink l'aide également, mais Oluwet les bloque simplement avec ses poings d'ours, démontrant ses gènes dominants. À ce moment précis, Tron arrive sur les lieux et lâche Hadès sur les filles, leur faisant perdre leur protection divine et leur pouvoir magique. Maintenant affaiblies, elles sont incapables de se défendre contre les attaques d'Oluwet et il leur fait goûter à une bonne vieille égalité des sexes avant de les renvoyer toutes les deux avec une vague d'énergie sombre. Les voir se faire botter les fesses inquiète beaucoup Angel. Mais Queen lui dit de maintenir la barrière et Oluwet décide de tester sa patience en jetant Queen à terre et en l'écrasant sous ses pieds. Pendant que tout cela se passe, on voit Akira debout derrière le mur du château se demandant ce qu'il devrait faire dans cette situation. Il veut rester à l'écart des sœurs de Luna car il n'a pas encore fait assez de recherches sur le Séraphin. Mais il ne peut pas laisser ce diable Wish-Com accaparer toute l'attention et rabaisser les Saintes Vierges non plus. Finalement, il décide de laisser Zero s'occuper d'eux et se transforme en lui. Zero regarde autour de lui et se demande où il est encore une fois. Mais il entend ensuite Queen demander son aide et la voit se faire brutaliser par le diable. Reconnaissant sa présence, Oluwet repousse Queen et lui demande qui il est, tandis que Zero s'approche de lui et le regarde dans les yeux. Il lui dit qu'il sent le paix et lui donne un violent coup de pied, faisant tomber Oluwet à genoux en se tenant l'estomac. Zero commence alors à le frapper fort tout en lui donnant une leçon sur le fait de ne pas blesser les femmes et finit par briser son moral en le laissant utiliser son attaque d'onde de ténèbres et en la bloquant simplement avec son Riz. Se sentant dépassé, Oluwet regarde Tron et décide d'absorber sa force en lui perçant un trou dans la poitrine et en suçant son sang. Il dit que c'est dégoûtant, mais que cela devrait suffire à le guérir complètement. Pendant que nous voyons Tron tomber et repenser à sa vie misérable où elle a été victime de discrimination parce qu'elle était une démoniaque, puis adoptée par les satanistes qui l'ont utilisée pour leur plan maléfique, on dirait que c'est la fin pour elle. Mais elle entend alors la voix de Zero et ouvre les yeux pour se retrouver complètement guérie avec la viande de Zero dans sa bouche. Il lui dit que c'est un objet de récupération totale spécial du jeu, puis se lève pour affronter Oluwet. Voyant cela, Oluwet décide de se transformer en mode pleine puissance et devient un chien noir. Il se précipite pour attaquer Zero de toutes ses forces, mais Zero le contre avec un mouvement spécial, kit ou double, et il le réduit en poussière d'un seul coup, surprenant toutes les personnes présentes. Le fait d'être sauvée par lui rend Tron très heureuse et elle commence à le serrer dans ses bras, tandis que Queen se joint à elle par derrière et le serre contre ses énormes atouts. Le lendemain, Akira décide d'aller rencontrer Angel pour lui poser des questions sur le Séraphin.
Angel lui demande s'il est le seigneur démon des légendes et quelle est sa relation avec sa sœur, Luna. Il lui dit qu'elle peut penser de lui ce qu'elle veut et que sa rencontre avec Luna était un désastre qui devait arriver, mais qu'ils ont parcouru un long chemin et ont formé un partenariat favorable. En entendant ça, Angel est très surprise et se demande comment Luna peut s'associer à quelqu'un d'autre alors qu'elle est considérée comme la définition même d'une gamine gâtée et égoïste. Elle se demande si Akira lui a jeté un sort et lui demande ensuite s'il veut nuire à son royaume. Akira répond qu'il préfère parler avec des actes plutôt qu'avec des mots et qu'il la laissera juger par elle-même après avoir vu ses plans se réaliser. Il lui demande ensuite une faveur et dit qu'il veut en savoir plus sur le Séraphin et qu'il aimerait avoir accès à ses bibliothèques. Elle se demande s'il prévoit d'envahir leur royaume et de le conquérir comme un Anglais, mais décide de lui donner accès et dit qu'elle s'abstiendra de parler elle-même du Séraphin. Akira regarde ses mains tremblantes et dit que c'est parfait car il se sentirait mal à l'aise de continuer cette conversation avec quelqu'un qui tremble littéralement de peur et décide de prendre congé. Mais avant qu'il ne parte, Angel lui demande si c'est lui qui a vaincu le roi démon, Grail. Et il répond que l'appeler un roi démon serait une énorme exagération, et que, dans le meilleur des cas, il ressemblait plus à une imitation bon marché. En entendant cela, Angel est très inquiète car elle réalise qu'Akira est beaucoup plus fort que les héros et les démons de leur légende. Après ça, il sort, vérifie ses points de compétence et se met à rire comme un maniaque, heureux d'avoir pu accumuler autant de points grâce à ses combats de la nuit dernière. Il dit qu'il a maintenant assez de points pour invoquer une autre aide, construire l'hôpital et les bains thermaux, et qu'il lui restera encore des points. Il débloque également la possibilité de se téléporter rapidement vers les endroits où il est déjà allé et retrouve Aku pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ils vont commencer leur mission pour devenir riches et séduisants. Il se rend ensuite à la bibliothèque et lit divers livres sur la légende, mais ne trouve aucune information sur Séraphin. Il se demande également où sont passés les anges des légendes, car les démons sont toujours présents dans ce monde. Aku, lui, apporte un livre d'histoire sur un chien qui a trouvé des trésors dans les donjons et est devenu populaire. Il demande au bibliothécaire s'il y avait de véritables trésors dans les donjons, et celui-ci répond que le royaume y a trouvé de nombreux artefacts et objets magiques qui peuvent être considérés comme des trésors. Akira pense que son corps est pratiquement immunisé contre toutes les attaques qui existaient dans le jeu, mais qu'il est vulnérable aux attaques magiques qui n'en faisaient pas partie. Il devra donc trouver un moyen de s'en défendre. Après ça, ils retournent tous les deux à leur base pour retrouver les autres. Sur le chemin, Akira remarque quelque chose et dit à Aku de continuer sans lui. Il s'engage alors dans une ruelle et trouve Tron qui le suit. Elle dit qu'elle voit tout le monde en couleur unique et qu'elle peut dire qu'il est en fait la même personne que Zero. Elle dit qu'il est son sauveur et lui demande de faire apparaître Zero. Au début, Akira essaie de se débarrasser d'elle, mais finalement, ils concluent un accord. Akira la laisserait rencontrer Zero en échange de son aide dans ses affaires. Sur ce, il la ramène à la base et la présente à tous les autres. Luna semble mécontente de l'idée de travailler avec la famille des démons, mais Akira lui dit de s'entendre avec elle car il a besoin d'elle pour que son plan fonctionne. Après ça, il dit à tout le monde de se rassembler et se téléporte rapidement avec eux au village des lapins. Il te dit qu'il veut commencer la construction tout de suite, et il marche jusqu'à un endroit approprié avant d'y invoquer leur base. Il utilise ensuite certains des points pour obtenir une amélioration d'hôpital pour la base et la transforme en un établissement médical moderne à part entière. Ils décident ensuite d'entrer pour voir si tout fonctionnait bien, et ils remarquent que les appareils électriques fonctionnaient même s'ils n'avaient pas d'électricité. Akira dit qu'ils devront déterminer ce qu'ils pensent être la valeur de chaque pièce en yens modernes. Il te dit de faire payer moins aux pauvres habitants et d'arnaquer les nobles, car cela les aidera à gagner à la fois la faveur des hommes du peuple et la richesse pour financer leurs futures aventures. Après cela, il installe les sources chaudes et décide de faire travailler les deux plus belles lapines, appelées Momo et Kion. À la réception, il partage également sa vision de l'expansion et du capitalisme avec elles, ce qui les effraie toutes face à ses plans infâmes. Maintenant que tout est réglé, il commence à se demander qui il va invoquer ensuite parmi les 8 assistants de Kané, et se décide pour l'homme connu pour être un prodige, qui a un complexe fraternel sévère et qui est connu pour être capable d'acquérir rapidement de nouvelles compétences et de les maîtriser avec facilité. Appelé Tahara.
Après l'avoir invoqué, il le fait entrer pour le mettre au courant de leur situation actuelle. Il dit à Tahara qu'ils sont dans un monde fantastique qui ressemble au jeu de l'infini, mais qu'il n'y a pas de grand empire ici. De plus, il existe de nombreuses nouvelles espèces et ils se trouvent actuellement dans un village et prévoient de le transformer complètement en un lieu touristique avec comme principale attraction un hôpital, un centre de villégiature avec sources chaudes et des bains publics. Il ajoute que Yu est également là et qu'il veut qu'il coopère avec elle pour l'aider à construire leur nouvel empire. Tahara répond qu'il est très obligé, car sans Akira, lui et sa sœur seraient devenus de la nourriture pour chiens errants il y a des années. Mais ensuite, il commence à s'inquiéter pour Yu et la traite de beauté folle. Il lui dit aussi qu'il n'est pas Doraemon et qu'il ne réalisera pas tous ses souhaits en sortant quelque chose de sa poche. Mais Akira dit qu'il croit en lui, car c'est un génie. Juste à ce moment-là, Yu intervient et leur demande de quoi ils parlent. Les autres filles viennent aussi le voir et Tahara leur est présenté comme leur nouveau manager. Le lendemain matin, Akira se rend dans la capitale pour vendre une boîte à musique à l'antiquaire. Il l'amadoue avec beaucoup d'éloges et de mysticisme derrière l'objet et dit qu'il le laissera proposer un bon prix pour l'article. Le commerçant se sent sous pression et dit que l'article se vendrait au moins 15 pièces d'or et remercie Akira de faire affaire avec lui. Sur ce, Akira se rend à la boutique et leur donne 5 pièces d'or avec la promesse de 2 autres si elles sont capables de livrer sa commande à temps. Il leur montre 2 costumes de lapin et leur dit qu'il en aura besoin de plusieurs, et leur demande de faire la livraison au village des lapins. Après cela, il va au marché alimentaire et conclut un accord pour des livraisons régulières également. Et à la fin, il lui reste 3 pièces d'or. Une fois que tout cela a été réglé, il décide qu'il est temps qu'il appelle Lady Shamfrey pour qu'elle fasse du marketing pour lui dans la haute société. Il retourne ensuite dans sa chambre d'hôtel et s'entraîne à sa compétence de changement de personnage pour voir s'il peut mieux contrôler Zero maintenant. Il remarque comment se transformer en lui le rend plus énergique et ringard. Mais en même temps, son contrôle sur lui semble s'améliorer. C'était un personnage qu'il a créé pour jouer au jeu pendant plus de 10 ans et à cause de cela, il partage un lien vraiment profond avec lui. Il se retransforme ensuite en kunai et se sent heureux de ses réalisations jusqu'à présent. Le lendemain matin, il ouvre les bains aux villageois et les nettoie d'eux tous. Après ça, il les met au travail, Tahara étant responsable. Tahara les forme correctement au service à la clientèle et aux tâches de nettoyage. Et on finit par voir les filles lapins en costume de lapin. Une fois que les choses se mettent en marche, Akira invite Dame Crevette à leur rendre visite. Une semaine plus tard, Crevette arrive au village avec un vieil homme nommé Commandant Sambo. Il s'avère qu'il était autrefois un serviteur du grand soldat, le maréchal, mais pendant l'une de leurs batailles, un monstre lui a pris ses 2 yeux et il est aveugle depuis. Crevette l'a emmené avec elle pour lui faire passer un bon moment, car il semble être proche de la fin de sa vie. À son arrivée, Crevette complimente Akira sur le développement de ce village et il dit qu'il le transformera en un véritable paradis dans quelques semaines et qu'elle devrait leur rendre visite à ce moment-là pour avoir un véritable aperçu de leurs efforts. Elle dit qu'elle y accordera de l'importance, car il a toujours tenu ses promesses, en faisant référence au savon qu'il lui a montré au dîner l'autre jour. Après cela, elle le présente à Sambo et Akira dit qu'ils ont un très bon médecin là-bas et qu'elle pourrait être en mesure de lui rendre la vue. En entendant cela, Sambo est très excité et il dit qu'il serait très reconnaissant et Akira dit à Tahara de l'accompagner à l'hôpital. Là, Yu les accueille tous, puis utilise ses médicaments spéciaux pour examiner Sambo et lui guérit les yeux avec des gouttes oculaires, ce qui le fait commencer à sauter sur le lit d'hôpital. Crevette sans frais dit au vieil homme de retourner auprès de son commandant et il s'enfuit joyeusement. Après cela, elle offre une pièce sainte lambda en récompense à Yu, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars. Elle dit que c'est sa façon de la remercier d'avoir rendu le vieil homme redevable envers elle et dit à Yu qu'elles auront certainement une longue relation à partir d'aujourd'hui. Après cela, Akira accompagne Dame Crevette sans frais au bain public pour lui montrer leur variété de bains, de sources chaudes et de saunas. En chemin, il se connecte à Luna et la trouve en train de rêver de son enfance. On découvre que quand Luna était enfant, elle était orpheline et jouait beaucoup avec un garçon demi-humain. Ils ont fait face à beaucoup de discrimination de la part des riches et des nobles. Mais Luna leur a dit de se souvenir de leur nom quand elle a essayé de retrouver son petit ami. Elle a découvert qu'il avait été rabaissé par l'Église car il considérait les demi-humains comme impurs et inutiles dans ce monde.
Cela a rendu Luna vraiment triste. Mais elle a continué à remplir ses devoirs de sainte jusqu'à ce qu'elle tombe sur le village de lapins demi-humains et à prier pour les rendre prospères en laissant l'Église s'occuper de leur développement. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné à cause de son égoïsme et de son attitude négligente envers la gestion de ses territoires. Juste à ce moment-là, elle entend Akira et se réveille de son rêve. Il lui dit qu'il se dirige vers elle avec la dame et qu'il compte sur elle. Luna dit qu'elle est prête et sort les accueillir. Elle prend la main de Madame Schrimpfried et l'emmène au bain où elle commence par une douche accompagnée d'un gommage au savon et d'une séance de shampoing par les lapins. Après cela, elles vont au bain de dioxyde de carbone qui aide à rendre leur peau douce, lisse et souple. Luna l'emmène ensuite au bain d'herbe, où Madame Schrimpfried taquine Luna sur le fait qu'elle tombe amoureuse du Seigneur Démon et lui dit de travailler son charme féminin si elle veut aussi conquérir son cœur. Après cela, elles vont au sauna de sel où Luna la guide à travers les étapes et le fait de vivre tout cela excite vraiment la madame et elle dit qu'elle a pris sa décision. D'un autre côté, on voit Angel parler à Queen de la nouvelle de la visite de madame au village des lapins qui a été récemment rénové par le Seigneur Démon. Queen lui demande pourquoi elle s'en inquiète autant et si le Seigneur Démon n'est pas juste un des larbins de Luna, mais elle dit que c'est une affaire très sérieuse et qu'elle devrait s'inquiéter aussi. En entendant cela, Queen dit qu'elle se souvient d'avoir rencontré Luna à Yahoo City et qu'il semblait qu'elle était folle amoureuse du Seigneur Démon. Angel dit que personne ne se soucie de l'amour car c'est une crise pour leur royaume. Mais la reine se met à rire et dit qu'il est vraiment triste qu'Angel ne comprenne pas encore le sentiment de l'amour et qu'elle espère qu'elle trouvera quelqu'un comme ça un jour aussi. Puis se met à rêvasser à zéro, ce qui inquiète Angel. De retour au village, Yu entre dans une des pièces et trouve Tahara en train de travailler sur la carte du village et le déplacement de certaines de leurs installations. Il dit qu'il en a déjà discuté avec le Seigneur Démon et elle suggère fou et lui demande si elle a oublié l'incident dans l'ancien Grand Empire. Et que d'une certaine manière, c'est leur nouveau château et il ne peut laisser aucun étranger avoir son mot à dire sur la façon dont il l'aménage. Cela fait réaliser à Yu son erreur et elle s'excuse pour cette suggestion irréfléchie et elle dit que le Seigneur Démon a changé de bien des façons par rapport à avant. Mais en même temps, il conserve son charme inégalé et elle dit que malgré le fait qu'elle soit une Shodokan, elle ne peut s'empêcher de ne penser qu'au Seigneur Démon ces derniers temps. Et Tahara confirme également qu'il se sent plus heureux de travailler pour le Seigneur Démon actuel et souhaite qu'il ne change jamais. Plus tard ce jour-là, Akira va à l'hôpital pour un contrôle de routine avec Yu et elle essaie de jouer à des jeux pervers avec lui après avoir confirmé qu'il est en pleine forme. Akira l'ignore simplement comme un mâle Sigma et sort pour profiter de leurs nouvelles installations. Plus tard dans la soirée, ils prennent un excellent dîner suivi d'un bain dans la source chaude. À un moment donné, Tran se faufile et demande à Akira de la laisser rencontrer Zero, mais il lui dit de sortir et d'aller dans la section des femmes. Puis il va dans sa chambre pour regarder la télévision. Il se rend compte qu'ils n'ont toujours pas le câble et que la nourriture ne se reconstitue pas automatiquement dans le complexe comme c'était le cas dans le jeu Infinity. Cependant, les provisions et les distributeurs automatiques se remplissent toujours d'eux-mêmes quotidiennement, donc ce n'est pas comme s'ils étaient complètement à la rue à cet égard. Juste à ce moment-là, Aku entre dans sa chambre et dit qu'elle veut coucher avec lui ce soir, et il termine la journée. Quelque temps plus tard, Luna entre également et se blottit contre Akira tout en disant qu'elle voulait coucher avec Aku, mais qu'elle n'a pas d'autre choix car elle dort déjà avec lui. Le lendemain matin, Akira se lève tôt et laisse une lettre à Aku et Luna, leur disant qu'il va à la capitale pour affaires et qu'elles n'ont pas besoin de le suivre, car il sera de retour avant la nuit. Sur ce, il se rend à la capitale pour en savoir plus sur le Séraphin et obtenir des informations sur les objets et armures magiques dans les donjons afin de se protéger des attaques magiques. En chemin, il croise Yukikaze et Miken et a du mal à se souvenir de leur nom. Yukikaze lui dit qu'il voulait le remercier de lui avoir sauvé la vie l'autre jour, mais Akira répond qu'il ne veut aucun remboursement, car il a fait tout cela pour lui-même. Il a également l'idée d'introduire des cartes de visite dans ce monde pour aider à identifier les personnes des différentes guildes et entreprises, et pense que cela pourrait être un autre de leurs produits phares du village des lapins. Après cela, Yukikaze lui demande ce qu'il a fait depuis, et il lui répond qu'il travaille à la rénovation du village des lapins et qu'il se rend à la guilde des aventuriers pour obtenir des informations sur les objets magiques des donjons du Nord.
Yukikaze lui dit que la guilde ne pourra pas lui fournir d'informations sur les objets et les donjons situés en dehors du pays, mais qu'il sera heureux de l'aider et l'invite dans sa taverne préférée pour boire un verre. Une fois sur place, ils prennent des collations et des boissons, et Akira se rend vite compte que Yukikaze n'a rien de bon en tête avec ses manières lubriques et ses tours pervers. Il essaie d'accélérer la conversation et interroge Miken sur la guilde des aventuriers, les donjons et les objets qu'on y trouve, et elle lui explique les bases de tout le système. Akira réalise que les aventuriers travaillent comme des pigistes indépendants qui mettent l'honnête leur vie en danger dans l'espoir de récolter des objets et des matériaux sur les monstres et dans les donjons pour gagner de l'argent. Miken mentionne également qu'ils sont actuellement en guerre avec les régions du Nord, ce qui rend très difficile l'accès aux donjons qui s'y trouvent. Cependant, en temps de paix, l'économie prospère beaucoup, car les artisans et les aventuriers commercent à travers le monde et produisent des artefacts et des objets de haute qualité qui sont vendus des centaines de millions. Elle lui dit que les objets fabriqués à partir de métaux de base sont classés comme normaux, tandis que les objets contenant des matériaux provenant de monstres sont classés comme solides. Ils sont suivis par des objets fabriqués à partir de magie et de matériaux rares appelés objets haut de gamme. Et ils ne peuvent être fabriqués que par des nains. Après eux, vous avez des objets de qualité unique qui sont normalement en possession d'aventuriers de rang S et enfin, vous avez des objets légendaires qui sont détenus par les Saintes Vierges. Après avoir entendu tout cela, Akira décide de partir en voyage vers le nord pour trouver lui-même des objets de qualité unique et voir de quoi il en retourne. Mais Yukikaze l'arrête et lui dit que s'il veut y aller, il devrait l'emmener avec lui car il est un aventurier de rang B et serait un excellent guide. Akira réfléchit un instant et dit que c'est une bonne idée et accepte son offre. Yukikaze entraîne Miken dans leur accord et ils décident tous de partir pour les régions du Nord dès qu'Akira sera prêt. Pendant ce temps, on voit Angel faire un vœu devant la statue du Séraphin et utiliser un sort miraculeux qui absorbe toute la magie de son bâton pour se téléporter là où se trouve Luna. Une fois sur place, elle est surprise de voir autant de gens travailler et se fait gronder par Tahara pour être venu sur le chantier en robe blanche. Il lui dit d'aller travailler sa magie sur les cristaux de lumière en la prenant pour une personne qu'ils ont appelée pour le travail, et elle finit par suivre ses ordres parce qu'il est vraiment un mâle alpha. Elle rencontre bientôt Luna et lui dit de rentrer avec elle, mais elle est ramenée de force sur le chantier par Tron et elle dit à Momo et Kion de faire visiter les lieux à sa sœur et lui dit de profiter des bains avant de s'enfuir. Sur ce, Angel commence à suivre les lapins jusqu'à l'installation tout en se demandant ce qui se passait ici. Les lapins l'emmènent au bain et la laissent explorer l'endroit toute seule. Au début, Angel est très surprise de voir un endroit aussi vaste, puis elle tombe sur la source chaude extérieure où Akira se baigne. Elle lui demande si c'était son plan de la mettre dans une position aussi vulnérable, mais il lui donne une serviette et lui dit d'entrer avant qu'elle n'attrape froid et qu'il ne soit blâmé pour ça. Après ça, ils discutent longuement de son projet et de comment il lui a dit de voir son travail et de juger par elle-même. Il la laisse profiter de la source chaude, lui offre du saké japonais de qualité supérieure et lui donne même un halo parce que c'est mignon sur elle. Après tout ça, ils sortent tous les deux et il lui demande si elle est venue en calèche. Angel dit qu'elle ne peut pas lui révéler le secret du miracle du Séraphin, et il dit que ça ne le dérange pas et la ramène au château sacré en utilisant sa compétence de voyage rapide. Le voyant utiliser la même capacité que le miracle du Séraphin et comment il lui a accordé un halo, elle se demande s'il est vraiment le seigneur démon de leur légende qui était un ange déchu appelé Lucifer. Elle lui demande qui il est, et il répond qu'il est quelqu'un qui attend avec impatience sa coopération dans un avenir proche. Car il veut en savoir plus sur le Séraphin, elle lui demande pourquoi, et il révèle qu'il a été invoqué dans ce monde par l'autre et qu'il a des questions à poser au Séraphin, et qu'il n'a jamais eu l'intention de leur faire du mal. Cela surprend Angel, et elle dit que tout prend maintenant son sens, quant à la façon dont il a réussi à faire suivre Luna et comment il a pu accomplir des miracles similaires à ceux du Séraphin et même conférer des auréoles. Sur ce, Akira se téléporte au village et Angel pense que quelqu'un comme lui ne peut pas être une personne maléfique et dit qu'elle fera en sorte de lui rendre un jour sa gloire d'antan en tant que véritable ange. De retour au village, Akira dit à Aku et aux filles qu'il va faire un long voyage et qu'il aimerait qu'elles restent ici et protègent le village.
Il dit qu'il s'assurera de leur rendre visite de temps en temps en utilisant sa compétence de voyage rapide et leur dit à tous de bien se comporter en son absence et de faire ce que Yu et Tahara disent. Sur ce, il va se coucher avec elle et se réveille le lendemain matin pour dire au revoir à Tahara et Yu et leur dit qu'il compte sur eux pour gérer le village et leur ordonne de le protéger à tout prix s'il venait à être attaqué. Sur ce, il rejoint Yukikaze et Mikan et la calèche et commence son voyage vers la ville de Rookie où se trouve le donjon de la prison. Et c'est ainsi que la saison 1 de Demon Lord Retry prend fin.